tellement d'enjeux et ils sont tellement interconnectés les uns avec les autres que la réponse à ça, elle vient des solutions. On est axé solutions. Et bon, évidemment, tu vois sur moi, et je ne m'en cache pas, les objectifs de développement durable. En fait, c'est un plan systémique pour une superposition de crises systémiques. On a évidemment une situation climatique extrêmement préoccupante, une situation des limites planétaires qui sont déjà bien entamées, mais on a également une situation sociale, une situation de solidarité internationale, une crise économique et l'ensemble de ces crises qui se sont mélangées à travers une crise sanitaire qui est celle du Covid. Et les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, est justement de sortir de cette crise en construisant mieux, le fameux Build Back Better. Donc c'est l'ensemble de ces crises dans un temps finalement assez court, 2030, qui est l'échéance des objectifs de développement durable, mais qui est aussi l'échéance qui nous a été donnée dans les années 70 par le Club de Rome. Donc l'enjeu, c'est de réussir à faire cohabiter et faire fonctionner en fait l'ensemble de ces solutions pour sortir par le haut des crises et des enjeux qui se superposent. C'est l'inertie des activités humaines et leur fonctionnement par silo. J'ai parlé de solutions systémiques. Effectivement, les objectifs de développement durable, parfois, ils sont pris un petit peu à la carte des organisations qui disent « moi, je m'occupe du 4, du 9, le reste, ça ne me regarde pas ». Mais quand on est un étudiant, on a tous été à l'école, on ne s'amuse pas à choisir, de dire « je vais en maths, mais bon, le français, les langues, ça ne m'intéresse pas ». Les blocages, ils sont liés à la vitesse, en fait, des enjeux, qui sont en fait plus rapides que notre capacité collective à nous adapter. Mais il y a une accélération aussi à laquelle on est en train d'assister, qui fait que quand tout le monde, quel que soit son domaine, commence à travailler ensemble, ça débloque, en fait, ça ne s'ajoute pas, ça se démultiplie. Et donc je crois beaucoup à cet effet de coopération qui est justement permis par les ODD et qui va permettre de lever les principaux freins. Un autre frein qui était important, qui était le frein financier, est également en train d'être levé puisqu'il y a de plus en plus une prise de conscience dans l'univers financier des enjeux et une pression de plus en plus grande des investisseurs sur à la fois les entreprises et l'univers financier pour vraiment tenir compte de tous les critères extra-financiers pour atteindre justement les objectifs. Donc, moi, je suis plutôt optimiste. Les freins, on les vit tous les jours, mais il y a un mouvement de l'histoire qui va plutôt dans le sens de la résolution et de l'atteinte de ces objectifs. Moi, au départ, je suis un artiste, un créateur d'histoire, justement, et de médias. C'est-à-dire, je m'adapte à l'époque, et c'est de cette manière-là qu'il y a 10 ans, cette année, j'ai créé un personnage qui s'appelle Elix, dans l'idée de créer un personnage que tout le monde puisse comprendre sur la Terre. Donc, pour que tout le monde puisse le comprendre, il ne parle pas. D'ailleurs, on voit en ce moment, on parle beaucoup d'un TikToker qui a un succès fulgurant à travers la planète, un Sénégalais qui vit en Italie, et pareil, il ne parle pas, en fait. Simplement, avec l'expression du visage, du corps, quasiment du pantomime, en fait, tout le monde le comprend. Et Elix, c'est un petit peu ça il y a 10 ans, et il y a aussi quelque chose à voir avec l'émergence des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le principe c'était le début des réseaux sociaux, de dire, dans un univers d'images où tout est virtuel, finalement, un dessin n'a pas moins de matérialité, de réalité qu'une personne qui va se prendre en photo, se selfier. Le mot n'existait pas il y a 10 ans. Et Elix est né comme ça, il est comme une personnalité virtuelle. Et en fait, ça a pris. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont reconnus et son caractère universel a fait qu'un jour, mon téléphone a sonné et à l'autre bout du fil, c'était des gens des Nations Unies avec cette idée de pouvoir aborder la complexité des sujets, des enjeux dont on parlait tout à l'heure, dans un langage qui soit compréhensible par tous et qui soit également très bienveillant. Et Elix sont le symbole, enfin les deux traits de caractère, si on devait le définir, puisque le principe est justement qu'il est décaractérisé, qu'il reste très très peu de traits. C'est un grand sourire et les mains ouvertes.
C'est une manière de dire à l'autre, ben voilà, nous allons ensemble, nous cheminons ensemble vers un avenir possible, durable, souhaitable. Et c'est comme ça qu'il est né. Et cette rencontre avec les Nations Unies en 2014, elle a un peu tout changé. Alors moi, j'étais déjà une personne engagée, j'avais déjà, évidemment, j'étais très sensible à un certain nombre de sujets, mais le fait de les aborder de manière globale, avec en même temps ce qu'étaient en train de devenir les réseaux sociaux, c'est-à-dire plutôt un lieu de discorde, ce qu'on a vu plus récemment et de manière assez dramatique, c'est allé au-delà du projet artistique. Et c'est comme ça qu'il y a 3 ans, en 2018, j'ai créé avec Adeline Pilon, qui venait plutôt du monde de la culture et de l'entreprise, la Fondation Elix, pour vraiment porter cet engagement et démultiplier notre action à la fois de sensibilisation mais également de plaidoyer, puisque le principe d'Elix, c'est comme une clé passe-partout. Il permet de rentrer sous les portes, de passer par les fenêtres, d'aller dans des endroits très parfois, des endroits qui peuvent avoir l'air difficiles d'accès, mais qui deviennent de manière assez magique accessibles, aussi bien côté grand public que du côté des institutions. Et par exemple, un exemple récent, c'est le colloque et l'exposition qu'on a organisée à la rentrée parlementaire sur les grilles de l'Assemblée nationale. Et c'était la première expo qu'il y avait depuis 10 ans à l'Assemblée nationale. Et on a fait une expo sur les objectifs de développement durable, également la théorie du donut de Kate Raworth, et en fait toute cette dimension d'une économie régénérative avec Elix, avec des images d'Elix, des images plus poétiques, et puis évidemment les ODD à toutes les sauces. Alors étonnamment, et c'est une remarque qu'on peut se faire souvent, dans les objectifs de développement durable, le grand absent, c'est la culture. Et moi j'ai coutume de dire, parce que justement quand on vient du monde de la culture, on fait un pas de côté pour regarder les choses différemment. Si vous regardez ce logo, en fait on a 17 couleurs, donc il n'y a pas de couleur pour la culture, mais entre les couleurs il y a du blanc. Et la culture elle est là. La culture, c'est le blanc entre les couleurs des ODD. C'est ce qui va permettre justement, s'il n'y avait pas ce blanc entre les couleurs, elles se mélangeraient. Et quand on mélange l'ensemble des couleurs, on va peut-être perdre la spécificité de chacun des domaines, mais on a besoin pour que ces domaines communiquent d'un langage commun. Et ce langage commun, vraiment au sens propre comme au sens figuré, c'est la culture. C'est-à-dire c'est une culture des ODD. Et l'enjeu, l'un des premiers enjeux, c'est effectivement comme je parlais, de rapidité, de vitesse des phénomènes, de vitesse de l'emballement climatique, la vitesse de la disparition de la biodiversité, la vitesse de ce qui s'est passé avec la zoonose du Covid. En fait, le moyen de pouvoir s'adapter à cette vitesse, c'est justement une transformation très rapide de la culture. La culture, elle évolue de manière organique, c'est-à-dire c'est comme la langue qu'on parle aujourd'hui, elle est différente de la langue qu'on parlait il y a 30 ans et encore plus il y a 500 ans. Mais là, on est dans une époque, un moment de l'histoire où on doit aller plus vite et notre transformation doit se faire au sein même de notre génération. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose c'est pas une culture qui va évoluer comme elle évolue habituellement d'une génération à une autre. On a des exemples, on a des retours, on a des échanges vraiment aux quatre coins du monde. Il y a un projet en ce moment qui est mené par une association africaine qui s'appelle Forum, qui a organisé un grand concours de dessin qui s'appelle Dessine 2030 avec Elix pour justement inciter les jeunesses béninoises et togolaises à s'emparer des objectifs de développement durable. Et pourquoi Elix ? Parce que justement ils ne parlent pas et parce que à travers le dessin et un tiers de confiance, ça permet d'aborder des sujets complexes. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres et c'est vrai que comme Elix a vocation à pouvoir s'adresser à la fois à tout le monde mais aussi sur tous les sujets, là en ce moment on a un chapitre de notre programme grand public qui sort à l'occasion du Forum Génération Égalité et un autre qui sortira en septembre sur la biodiversité au moment de l'UICN. Et c'est vraiment important de comprendre que l'ensemble de ces sujets complexes
concernent tout le monde. Oui, ce sont des sujets d'experts, mais ils ont des conséquences pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, et c'est vraiment le travail que va faire Elix et toute l'équipe de la Fondation pour rendre cette complexité, pour décomplexifier, pour la rendre accessible, et également pour décomplexer ce phénomène un petit peu quand les gens n'osent pas rentrer dans une galerie ou dans un magasin parce qu'ils disent c'est pas pour moi. Quand on parle du climat, quand on parle de la biodiversité, quand on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Donc si un personnage dessiné comme ça au trait peut y aller, c'est que vous y avez votre place. Et c'est vraiment le message qui est d'ailleurs le slogan des objectifs de développement durable, ne laisser personne de côté. Le plus petit dénominateur commun qui fait appel à ce qu'on a chacun entre nous, notre rapport à l'enfance, notre rapport au dessin, qui fait que oui, il est compris, il est utilisé partout, tout le travail que je fais sur les journées internationales, on a aussi des traductions dans toutes les langues. Et aujourd'hui, avec les espaces virtuels, au-delà même des réseaux sociaux, on commence aussi à créer des territoires qui sont véritablement internationaux. Il est en train de se passer quelque chose dans les objectifs de développement durable, et c'est vraiment en ce moment que ça se passe. C'est qu'eux-mêmes sont en train d'accélérer. Ce qui est en train de se passer, là, le 5 juin dernier, l'UNEP a lancé officiellement, donc du coup les Nations Unies ont lancé la décennie de la restauration des écosystèmes. On commence à parler de restauration. C'est-à-dire que de plus en plus, on va entendre parler de régénération, de restauration, plutôt que de développement durable. Le développement durable, c'est un système de développement économique durable, c'est-à-dire qui soit juste économiquement, respectueux de l'environnement, dans des conditions sociales soutenables pour tout le monde. Donc ça reste d'actualité. Mais c'est trop tard. C'est-à-dire, il fallait le faire il y a 30 ans quand on en parlait. Et comme on ne l'a pas fait, effectivement, on a une dette. On a une dette environnementale. On a déjà dépassé 4 des 9 limites planétaires telles qu'elles ont été définies par Johan Rockström. Et donc, on est en retard, on est endetté. Et la seule façon de pouvoir payer cette dette, c'est d'être beaucoup plus ambitieux. C'est pas d'avoir une ambition de moins 40% d'émissions, c'est même pas de moins 100%, c'est moins 200% qui permet d'affronter l'enjeu tel qu'il est posé aujourd'hui. Comment on arrive à moins 200%? Déjà, il faut arrêter effectivement les émissions, et la plupart maintenant des économies, enfin, je veux dire des grandes puissances, des grands pays s'engagent sur des émissions de plus en plus importantes. En Europe, c'est moins 55% d'ici 2030. La Convention citoyenne sur le climat en France était tablée plutôt sur moins 40%, mais on voit que très vite, les ambitions sont en train d'accélérer. Comment on arrive à moins 200%? C'est qu'une fois qu'on a coupé les émissions, on va commencer à récupérer du carbone aussi dans l'atmosphère. Comment on récupère du carbone? Avec des arbres, avec des inventions, de l'innovation qui vont permettre d'aller capter ce carbone, d'en faire autre chose. Et c'est quelque chose qui est assez stimulant, qui est assez motivant. Surtout quand ça devient une forme de compétition, ou plutôt de copétition. Aujourd'hui, quand on parle de dire on a une ambition de réduire de moins 40%, je pense que dans 5 ans, ça fera rigoler. Enfin, j'espère et je souhaite, et c'est à ça que sert la culture, c'est que ça fera rigoler tout le monde. Dire, mais moins 40%, de qui on se moque? Non, mais quel est le pourcentage de gaz à effet de serre que tu vas aller chercher ou dans l'océan? Quelle est la restauration que tu vas faire de la grande barrière de corail, etc. Et c'est comme ça que les choses vont se faire. Il y a des grandes entreprises mondiales, Microsoft est un bon exemple, qui a donné des objectifs à la fois de zéro émission nette dans sa manière de créer de la valeur et de la richesse, mais elle s'est également engagée à aller chercher d'ici 2050 l'ensemble du carbone émis depuis la création de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inspirant, c'est-à-dire que en fait ça devient un nouveau un challenge qui est posé à l'ensemble des économies émergentes également, c'est-à-dire qui sont dans la transformation, et des économies qui sont déjà installées, qui sont obligées de se transformer. Et là-dedans, effectivement, l'innovation, elle a un rôle capital à jouer.
C'est-à-dire qu'on est en train de sortir de la crise du Covid, donc avec un certain nombre de crises, mais d'une certaine manière, enfin, tout n'est pas fini, hein, il y a encore, je pense, des mois difficiles devant nous. Ce qui nous a permis de tenir, ce qui nous a permis de rester en lien, c'est le numérique. Ce qui nous a permis en fait aux gens de continuer à travailler, de continuer à se projeter, de continuer à communiquer entre eux, etc. C'est-à-dire d'imaginer la crise du Covid en 1990, on sortirait là dans un état, ça serait 29 quoi. On serait vraiment... Et c'est pas le cas. Oui, c'est dur, mais c'est pas le cas. Il y a des décisions politiques et des ambitions qu'on n'a jamais vues, c'est-à-dire un plan de relance de 100 milliards, on n'a jamais vu ça, c'est un truc incroyable. Et pour pister en fait cette relance, les ODD sont une boussole. Et pour reprendre la question du numérique et de l'innovation, on a en parallèle effectivement un moment, enfin, c'est un momentum, c'est-à-dire ce qu'on a vécu avec Internet il y a 20 ans est en train de se produire sur des technologies qui sont plus vraiment émergentes, mais qui sont pas encore, dont les usages sont encore émergents, qui sont les technologies de ce qu'on appelle la réalité, la réalité étendue, c'est-à-dire ce qui comprend la réalité virtuelle et la réalité augmentée, qui en fait sont de véritables enjeux aussi de gouvernance, de citoyenneté, parce que ce qu'on appelle les métavers, donc c'est des doubles quasiment de notre réalité, mais qui sont contrôlés, en fait, qui sont contrôlés par une compagnie, c'est-à-dire qu'il y a des métavers qui sont en compétition. Il y a celui de Facebook qui s'appelle Horizon, il y a celui d'Epic, il y a Disney qui a annoncé le sien il n'y a pas très longtemps. Alors, tous les noms que j'ai cités, il n'y en a pas beaucoup d'Européens pour l'instant, et on est encore un petit peu en dessous des radars. Mais en fait, on a des potentiels de développement, des potentiels aussi d'imaginaire, mais des potentiels de création d'une économie qui est pour grande part dématérialisée. Même si évidemment il y a besoin de matériel, de serveurs, etc. Et ça permet aussi de pister et d'orienter les choix stratégiques qu'on doit faire sur les 10 années qui viennent, sur la question du cloud souverain, sur la question des serveurs, la manière dont ils sont alimentés, l'énergie que ça diffuse, parce que c'est aussi une course dans l'autre sens, d'avoir plus de calculs avec des processeurs moins gourmands en énergie, qui puissent être alimentés avec des énergies renouvelables et qu'on puisse aussi créer de la valeur sans créer d'objets. C'est un grand mouvement qu'on a, notamment dans la mode, où on a aujourd'hui des baskets virtuelles qui sont vendues avec des vrais euros et qui n'ont pas de matérialité. C'est-à-dire que c'est des baskets qui ne seront pas jetées, qui ne finiront pas dans le plastique, ne finira pas dans les océans. Et au final, l'usage qui en est fait est aussi un usage d'image, c'est-à-dire de gens qui se prennent en photo dans ce que je disais tout à l'heure, un univers qui de toute façon est une image, donc qui n'a pas de matérialité. Donc je pense, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et puis Elix étant ambassadeur virtuel pour l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, c'est aussi un domaine qu'on est en train d'investir, et le musée Elix qu'on sort à l'occasion des 10 ans d'Elix pour raconter un petit peu cette histoire est un musée virtuel auquel on peut accéder avec son téléphone, un navigateur ou en réalité virtuelle, et j'ai déjà fait des rencontres avec des gens qui venaient d'autres pays, et on partage un moment très particulier dans un lieu physique. C'est le début en fait d'un fil qui va se tirer dans les 10 ans, mais qui, selon moi, doit être un des leviers pour atteindre les objectifs de développement durable. Par définition, j'ai jamais peur. Parce que, en fait, tout dépend ce qu'on en fait. Et en fait, il n'y a pas de raison d'être exclusive. L'avantage d'un casque de réalité virtuelle, c'est qu'on peut l'enlever. Il n'est pas collé au visage quand on le met. Non, moi, ce qui me donne plutôt espoir... Alors, évidemment, il y a des accoutumances comme pour l'ensemble des médias, et quand il y a un nouveau média, à commencer par celui de la littérature, quand on avait des enfants qui lisaient trop, parce qu'on considérait que c'était trop, on faisait ce type de... Donc on va avoir toutes ces remarques-là. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de vols aller-retour qu'on va pouvoir effacer parce qu'ils ne sont plus nécessaires.
le nombre d'événements qui vont pouvoir être en partie dématérialisés, pas totalement mais en partie, le nombre d'activités aussi qui vont pouvoir se faire à distance, et puis la création de maquettes. Si on parle du monde en 2030, de pouvoir se promener dans ce monde, de pouvoir visualiser ou se sentir à quoi il pourrait ressembler, et le faire à plusieurs. Donc oui, il y a forcément toujours, et en fonction des gens, des risques, et oui, tout n'est pas magique, etc. Mais je pense qu'en étant suffisamment intelligent, mais comme ça a été le cas sur l'émergence du numérique, il y aura des excès, il y aura des exemples forcément négatifs, mais globalement, ça va aussi dans le sens de notre histoire et de notre rapport à l'image. Yuval Harari parle justement de l'espèce humaine comme une espèce qui imagine, et là, vraiment, littéralement, on se promène dans cet imaginaire. C'est-à-dire que notre mémoire se structure dans l'espace. Et l'expérience qu'on peut avoir dans la réalité virtuelle, pour le cerveau, c'est une expérience vécue. Donc ne serait-ce que pour des enjeux comme l'éducation, la formation, encore une fois les échanges qu'on peut avoir, y compris les échanges internationaux, je pense que ça peut apporter vraiment des bénéfices qui sont supérieurs au type de danger, d'accoutumance qui existe déjà avec les téléphones et qu'on règle comme on peut. Je ne le pose pas en ces termes-là. Je pense que l'histoire de la technologie, elle est parallèle à l'histoire de l'humanité et elle est cohérente. C'est-à-dire que si on suit l'arbre généalogique d'une technologie, la réalité virtuelle, on peut la faire remonter à la grotte de Platon et au panorama dont tous les Parisiens ont oublié qu'au 19e siècle, on se pressait dans des grandes salles circulaires pour regarder des panoramas qui étaient peints, puisqu'ils ont tous disparu malheureusement, mais qui nous emmenaient dans d'autres réalités. Et ça, c'était au 19e siècle, et à 19h, le week-end, les familles se pressé dans ces panoramas. Est-ce qu'on se souvient de ça? Non, en fait, c'est la même chose. C'est pas un Californien dans son garage qui a inventé ce type de réalité. C'est là, c'est inscrit en fait dans notre arbre généalogique civilisationnel, d'abord parce qu'on a été capable de l'imaginer et qu'à un moment donné, on est capable de le mettre en œuvre, comme la NASA qui a envoyé des hommes sur la Lune un siècle après Jules Verne. Donc il y a une espèce de parenté. Ensuite, que systématiquement, on est des individus qui se croient plus malins que les autres et qui veulent utiliser ce fil historique pour faire un bénéfice privé et restreindre un certain nombre de libertés, c'est toujours arrivé et donc ça continuera à arriver. Mais ce n'est pas lié à la technologie, c'est plus lié justement à aux différentes typologies de personnes et de ce petit pourcentage qui nous pollue et qui aussi apporte son énergie et fait avancer les choses peut-être plus rapidement. Mais la technologie là-dessus, elle est relativement neutre. C'est pas elle qui décide d'aller dans une direction ou une autre. C'est pour ça qu'on a besoin des institutions internationales, c'est pour ça qu'on a besoin de régulation, c'est pour ça qu'on a besoin aussi des lanceurs d'alerte et des artistes qui vont montrer ce qu'on ne voit pas encore, et là-dessus on fait une partie du travail, mais il faut qu'il y ait effectivement une prise en compte sur le plan politique, sur le plan législatif, au niveau national comme au niveau international, pour que les règles permettent d'offrir des droits qui aujourd'hui n'existent pas. Si je mets un casque qui est vendu par une certaine société, est-ce que le contenu que je vais voir peut être hébergé sur un serveur à l'autre bout de la planète? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis à l'endroit où je suis dans mon pays, je suis dans mon salon, mais en même temps je suis dans un espace virtuel dont le serveur est situé à un autre endroit, et les règles d'utilisation sont les règles d'utilisation d'une société privée, mais en même temps je dois respecter la loi de mon pays, etc. Donc ces questions
sont des questions qui vont se poser de plus en plus. Et je pense qu'il est urgent qu'on se les pose parce que, comme j'ai dit tout à l'heure sur les phénomènes et les enjeux qui vont plus vite que notre adaptation, c'est exactement la même chose pour la technologie. On a toujours un petit temps de retard. C'est à la fois par les usages et par les législations qu'on peut réussir à créer un cadre, ce qui a très bien marché par exemple pour le RGPD sur les données personnelles, et on est en train petit à petit de sortir de cette adolescence turbulente du numérique et de l'Internet. Et pendant ce temps-là, il y a un autre ado là, qui est en train de grandir très rapidement, qui est totalement incontrôlable et incontrôlé. Donc c'est chouette parce qu'en même temps, ce qui permet une grande liberté de création. Mais à un moment donné, quand il y aura beaucoup de monde dessus, il faudra penser à lui dire de ranger sa chambre et l'aider parce que vraiment, potentiellement, ça peut rendre service à l'ensemble de l'humanité. C'est vraiment proche de cette notion d'éthique, effectivement. C'est-à-dire, c'est une façon d'être au monde. Je ne sais plus qui disait, on le retrouvera facilement, mais dire le pessimiste voit un problème dans chaque opportunité et l'optimiste voit une opportunité dans chaque problème. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la façon d'aborder les choses. C'est-à-dire que qu'on sourit ou qu'on soit désespéré, c'est pas ça qui concrètement va changer le phénomène qu'on est en train d'aborder. En revanche, en termes d'énergie et en termes de façon d'emmener le monde autour de soi et d'avoir peut-être une forme, puisque c'est une question d'influence, hein, c'est une question de culture, c'est une question de quel monde, le monde dans lequel on est en train de vivre, là ça a une énorme portée. Et les enjeux effectivement, et notamment climatiques, sont tellement dramatiques, enfin tellement vertigineux que on peut potentiellement perdre pied et se laisser aller à vraiment un peu de désespoir. Et après, il y a plusieurs façons de réagir par rapport à ça. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est le sourire d'Élix. Déjà, c'est un message. C'est une façon de s'adresser à une personne qu'il ne connaît pas, donc qui est non violente et qui est bienveillante, et d'aller ensemble vers un inconnu. Et puis, le sourire, il se situe aussi en 2030 et après, c'est-à-dire se dire, oui, le monde va changer, le monde est en train de changer, le monde a toujours changé, mais on fait avec, et notre capacité à sourire, elle n'est pas liée à la transformation du monde ou au succès, elle est liée à la possibilité de le faire. On a 17 muscles sur le visage, personne n'a choisi, n'a designé ces 17 muscles, mais on les a, et donc on a cette capacité de sourire, ce qui ne va pas transformer, encore une fois, le phénomène, mais qui va nous amener à l'aborder d'une manière un petit peu différente. Bon, ici, on a ce slogan du monde en commun. Le sourire, c'est justement quelque chose qu'on a en commun. C'est un des points communs que partagent l'ensemble des personnes sur la planète. Et cette forme de langage qui fait partie du langage non verbal, elle déclenche aussi quelque chose chez l'autre. Elle déclenche un dialogue, une énergie pour affronter justement les problèmes et ne pas se sentir débordé. Donc oui, ça fait partie de cette éthique. Et en même temps, cette mise en action, elle finit par rendre optimiste. On ne va pas résoudre tous les problèmes. Oui, il y a des espèces qui vont disparaître. Enfin, je veux dire, on le sait, voilà, c'est pas joyeux, il n'y a absolument pas à s'en réjouir et on ne sourit pas de ces situations, mais pour autant, voilà, c'est ce nouveau monde, cette nouvelle planète, cette Terre numéro 2, cette Terre version 2020, version 2030, il faut imaginer que c'est un voyage spatial qu'on fait tous ensemble vers cette nouvelle planète. Et Marshall McLuhan, il disait de notre planète, il disait sur le vaisseau spatial Terre, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. Donc nous faisons équipage vers une autre Terre qui est au même endroit, et en même temps pas au même endroit, parce que la Terre, elle se déplace dans l'univers à une vitesse vertigineuse pendant qu'on est en train de parler. Et voilà, c'est notre capacité d'adaptation, c'est notre intelligence, c'est notre façon de trouver des solutions et de développer une autre vie sur cette autre et nouvelle Terre qui ne nous empêchera pas, je l'espère, ni d'aimer, ni de sourire, ni d'imaginer. Quand j'étais étudiant aux Arts Déco, il y a un ouvrage qui m'a particulièrement marqué.
et qui a peut-être été aussi une fil conducteur de ce que je raconte, mais aussi de la façon dont je le raconte avec les outils que j'utilise. C'est les utopies réalisables de Yona Friedman, qui est un architecte, un urbaniste, et qui est aussi un prospectiviste, c'est-à-dire qu'il avait cette propension à dessiner des modèles de monde, donc des systèmes complexes, avec des dessins d'ailleurs extrêmement simples, et je n'avais pas fait le rapprochement aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il a cette façon de montrer comment les graines d'une utopie peuvent devenir une réalité dans le futur. Et il montre de quelle façon, il le dessine aussi, de quelle façon les groupes humains se structurent pour se transformer. Et donc c'est un livre qui aborde une grande complexité, mais dans une forme extrêmement abordable, accessible, et qui à la fois sur la thématique reste criante d'actualité, hein, les utopies réalisables, et dans sa forme utilise le dessin dans une forme très universelle pour faire comprendre des messages complexes. Donc c'est un livre qui m'a marqué à l'époque, et dont, quand tu m'as posé la question, vraiment par rapport à cette axe, donc c'est pas un livre récent, hein, c'est quelque chose que j'ai dans mon ADN et qui est totalement assimilé, au final, c'est assez proche de la manière dont j'aborde mon métier aujourd'hui, et également la décennie qui reste pour faire de cette utopie des objectifs de développement durable une réalité pour basculer vers une autre décennie, une autre quinzaine, qui sera probablement beaucoup plus proche de quelque chose lié à la régénération et à la restauration.